Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brulet, un photographe nomade, pour vous parler de l'installation électrique dans un véhicule aménagé. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas électriciens et que nous partageons dans cet épisode notre expérience. Alors dis-moi, tout d'abord, quels sont les éléments d'une installation nomade ? Alors une installation électrique nomade donc dans un véhicule, moi je la sépare en deux. Alors d'abord il y a la partie production qui est panneau solaire, régulateur, batterie. Et après il y a la partie électrique dans la partie habitation. Alors déjà, la première chose à savoir quand on fait une installation électrique dans un véhicule, c'est uniquement du fil souple. Le fil rigide est interdit. Pour une petite anecdote, si vous avez un court-circuit dans votre véhicule en votre absence, que le véhicule prend feu, l'expert voit que, les pompiers et l'expert déterminent que l'incendie a été provoqué par un court-circuit et que dans le véhicule il y a du fil rigide, l'assurance ne couvrira pas. Donc, c'est quand même couillon juste pour une histoire de taille de fil. En plus, c'est beaucoup plus simple le fil souple, il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc à partir des batteries, on a tout le réseau électrique qui part vers les différents appareils, les éclairages. Alors pour l'éclairage, on peut mettre des sections faibles en 1,5 carré. 1,5 carré, c'est l'appellation de la surface de cuivre quand on le coupe et qu'on le regarde. C'est un peu technique, mais c'est inscrit sur les emballages. Alors on peut mettre plus fin qu'un 5 carré, mais comme souvent entre les batteries et les éclairages, les fils doivent passer dans plein d'endroits, il y a de la longueur, c'est mieux de ne pas mettre trop fin, parce qu'en fait les câbles électriques, plus c'est long, plus ça chauffe. Donc on met des sections plus épaisses pour éviter qu'ils chauffent. Ensuite il y a tout ce qui est gourmand comme appareil, comme télé, frigo, ordinateur. Dans les équipements de cuisine aussi, pour ceux qui utilisent ça, moi j'utilise pas, c'est micro-ondes, cafetière, bouilloire, machine à laver. Bon voilà, il suffit de regarder dans une maison tout ce qui peut surconsommer, il y en a qui ont ça dans les véhicules. Et plus on a d'appareils qui vont surconsommer, plus il va falloir un parc de batteries conséquent pour pouvoir fournir ces appareils. Et si on met un parc de batteries plus conséquent, il faut mettre des panneaux solaires plus conséquents. Dans un véhicule lourd, c'est pas super gênant, on n'est pas trop limité par le poids et la taille. Dans un véhicule VL, c'est très vite compliqué de mettre quelque chose de conséquent. Pour tous ces appareils gourmands comme micro-ondes, cafetière, tout ça, il va falloir des fils de plus forte section, idéalement 4 carrés, voire 6 mm carrés. Sur le net, il y a plein de méthodes pour calculer les diamètres de câbles qu'il faut en fonction de la longueur et de la consommation électrique. Donc à préciser que les installations dont on parle sont des installations en 12 volts. Il y a très peu qui font des installations en 24 volts et là on parle vraiment de l'installation autonome en 12 volts. C'est la plus simple à mettre en œuvre. Ouais. Et donc le 12 volts a une petite particularité par rapport au 220, c'est qu'il y a un fil pour le plus et un fil pour le moins. Oui, alors que le 220, il y a la terre, mais en fait il y a deux phases. Et alors les électriciens pros vont hurler au scandale, mais les deux phases en 220 on peut les inverser, il n'y a pas de souci, le courant il passe. En 12 volts, si vous inversez le plus et le moins, ça va mal se passer pour l'appareil. Il va pas aimer. Pas du tout. Alors est-ce qu'il faut mettre des fusibles et si oui, comment on les met? Justement, déjà la première utilité du fusible sur une installation légère 12 volts, c'est que si on inverse le plus et le moins, c'est pas l'appareil qui va cramer, c'est le fusible qui va sauter tout de suite. C'est là son intérêt. Alors, moi, sur la partie production, j'en ai mis entre les régulateurs et les batteries. Si jamais un de mes régulateurs se met à danser la gigue, le fusible fera son œuvre et mes batteries seront protégées. Alors là, sur ce circuit-là, c'est des fusibles de 50 ampères. Ensuite, après les batteries, j'ai un fusible sur chaque ligne électrique. Donc j'ai installé des portes fusibles qui s'achètent sur internet et dedans c'est des fusibles de voiture qui s'en fichent. Donc l'avantage des fusibles de voiture, c'est qu'ils sont faciles à trouver dans tous les magasins, ils sont vraiment pas chers. Pour la dimension du fusible, le nombre d'ampères, il suffit de calculer en fonction de l'ampérage, de la consommation de l'appareil qui est relié. Alors pour un petit calcul, je vais donner un exemple pour mon petit aspirateur.
Alors oui, j'ai un aspirateur, mais déjà c'est pas un 220 volts, c'est un 12 volts, c'est un aspirateur de voiture. Parce qu'en fait, il se trouve que moi dans le camion, mon sol c'est des lames de pin, et entre chaque lame, il y a une petite rainure. À la base, ces lames, elles sont conçues pour être sur le mur, hein, pas sur le sol. Mais moi, j'aime bien. Du coup, Mais l'entretien est un peu plus compliqué, c'est ça? Poil, ouais, parce que le balai, ça marche pas, et donc ces rainures, c'est des nids à poussière. Donc voilà, j'ai un petit aspirateur. Alors, pour ce petit sujet, j'ai quand même regardé la consommation, parce que ça fait une éternité qu'il est branché. Le moteur fait 70 watts, et donc en 12 volts. Alors, pour calculer les ampères du fusible, on divise les watts par les volts. Ça me fait 70 divisé par 12, ça me fait 6. Donc, il me faut un fusible de 6 ampères. Mais la petite rigolade, c'est que en 6 ampères, ça n'existe pas. C'est soit 5 ampères, soit 7,5. Du coup, moi, j'ai mis un 7,5. Et c'est pas gênant qu'il soit un peu plus haut, parce que si mon aspirateur grille, au moment du court-circuit, il va y avoir un appel de courant qui va être tellement intense que du coup, le fusible va claquer. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt du fusible. C'est que au moment où le court-circuit se fait dans l'appareil, il y a comme une surconsommation d'énergie et l'appel de courant, c'est ce que l'appareil demande comme énergie, l'appel de courant va être tellement intense, il y a tellement d'énergie qui va arriver dans l'appareil que c'est là qu'il y a des étincelles et que l'appareil se met à prendre feu. L'intérêt du fusible, c'est qu'au moment d'un appel de courant trop élevé, le fusible il claque. On a la même chose dans une maison, sur un circuit de 120. Si un appareil se met à déconner, qu'il y a un appel de courant trop fort, et ben là c'est le disjoncteur qui saute. Ça évite de racheter un truc, c'est pratique le disjoncteur pour les maisons. Si on met les doigts sur les fils dans une maison, on se fait électrocuter, mais en fait c'est tellement instantané avec les appareils qui sont prévus au niveau des compteurs, qu'au moment qu'on touche le jus, il y a un fort appel de courant, et là tout de suite ça disjoncte. Donc le but le plus important au niveau des fusibles, bien entendu, c'est d'éviter l'incendie. Voilà. Ça protège l'appareil et son utilisateur aussi, hein, par la même occasion. Et si en fait, dans ton exemple, tu avais mis un fusible de 5 ampères, alors que l'appareil en demande 6. Lui, il en demande 6, et du coup, en fait, le fusible, dès qu'on allume l'appareil, le fusible, il sauterait. Tout simplement. Voilà. Et là, du coup, l'appareil, il devient inutilisable vu que le fusible n'arrête pas de sauter, ce qui, du coup, n'est pas le but. Du coup, là, on a parlé de l'installation en 12 volts. Mais quelle place est-ce qu'on peut accorder au 220 dans un véhicule? Et comment est-ce qu'on réalise une installation en 220 quand on décide de se brancher sur le secteur en parallèle de son installation autonome en 12 volts? Alors, il peut y avoir plein de cas de figure différents. Moi, donc, je suis pas électricien pro, mais je vais expliquer ce que j'ai fait dans mon camion. Donc moi, j'ai mon circuit en 12 volts avec panneaux solaires, batterie et tout, mon éclairage, pompe, ventilateur d'extraction d'air et tout ça. Et j'ai un second circuit qui lui est en 220. Alors, la prise d'entrée est dans une de mes soutes, là où j'ai mis ma batterie porteur. Ça me permet par exemple de me brancher quand je vais sur une aire de camping-car. Cet été, j'étais en formation Carter, donc là j'avais pris une place de camping. Donc si j'avais eu besoin, je me serais branché sur la prise du camping, mais bon, en plein été, je me branche pas, je m'embête pas. Donc sur mon circuit 220, j'ai un coffret de disjoncteurs comme un circuit de maison, ce qui me permet de protéger mes appareils. Et donc dans mon camion, le circuit 220 n'alimente que quelques prises électriques classiques que j'ai au mur. Ça me permet par exemple de brancher l'imprimante, l'ordinateur, comme en ce moment, ou le chargeur de batterie pour mon appareil photo. Donc voilà, quand j'ai besoin d'un petit 220 et que je suis relié au réseau, au lieu de me brancher au niveau des batteries, je me branche au niveau de mes prises murales. Donc comme je l'ai dit, mon éclairage, ma pompe à eau, le ventilateur d'extraction d'air, tout ça, ça reste sur le 12 et je n'ai pas d'interaction entre le circuit 12 volts et le circuit 220. Donc le 220 volts, quand je branche le camion, ne me recharge pas les batteries. Contrairement, par exemple, à la plupart des camping-cars. Voilà, les camping-cars, quand ils se branchent à une borne de camping-car, alors eux, généralement, n'ont pas de prise 220. Cette façon de brancher un camping-car, la plupart du temps, n'a pour le seul effet que de recharger la batterie cellule. Alors ça dépend. Hein. Dans le mien, dans le premier que j'avais eu, il y avait des prises en 220. T'avais été pris 220. Ouais, j'avais des prises en 220. C'est pas plus mal.
Donc au niveau, moi, du 220, comme j'ai dit, ça ne recharge pas mes batteries. Mes batteries, c'est uniquement les 5 panneaux solaires que j'ai qui s'en chargent. Et 5 panneaux solaires de maison, je suis autonome, hein, même en plein hiver, il n'y a pas de souci. Je parlerai plus en détail de l'installation solaire dans le prochain épisode. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est complexe, il y a plein de choses à dire. Et c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah oui, parce que alors là, autrement, l'épisode, il durerait très 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 longtemps. Vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà. Comment est-ce qu'on installe un convertisseur en 12 volts, 220 volts pour faire fonctionner, par exemple, un ordinateur? Voilà, alors moi j'ai ça parce que comme je suis pas toujours branché sur le 220... Rarement branché sur le 220, voilà. Je suis très rarement branché sur le 220. Voilà, j'ai possibilité de fabriquer du 220 volts dans le camion. Alors pour ça, il faut utiliser un convertisseur 12-220 volts. Moi, j'utilise un appareil de la marque Victron. Donc à savoir, j'ai aucun lien avec cette marque, je suis pas sponsorisé, j'aimerais bien, il me fournirait du matériel. Mais voilà, c'est une marque que j'ai fini par trouver, qui est de très bonne qualité. Pour moi, c'est la meilleure marque du marché. Il existe plus cher. Mais au niveau rapport qualité-prix, pour moi, Victron, c'est vraiment le meilleur. Donc, on tire une ligne forte à partir des batteries. Ce qu'on appelle une ligne forte, c'est au moins 6 mm². C'est les câbles qu'on utilise pour brancher les panneaux solaires. Sur cette ligne, bien entendu, un porte-fusible, parce qu'il faut quand même protéger le convertisseur. Comme préconisé dans le manuel, quand vous achetez un appareil comme ça, dans le manuel, c'est expliqué la taille du fusible qu'il faut mettre. Ensuite, ce convertisseur, moi je ne l'allume que quand j'ai besoin. Donc quand j'ai pas besoin, je le laisse pas en veille. C'est vrai dans les maisons, c'est encore plus vrai en véhicule quand on doit nous-mêmes gérer notre quantité d'énergie. Aucun appareil en veille. Un appareil, soit il y a une vraie possibilité de l'éteindre totalement, soit le plus simple, on n'en a plus besoin, on le débranche, on le range. Ton convertisseur, c'est quel type de technologie exactement pour faire fonctionner un ordinateur? Alors, tu fais bien de me poser la question, j'avais oublié ce détail et ça, c'est super important. Il y a plusieurs types de courants. Le courant 12 volts, on va dire, dans un véhicule, c'est un courant linéaire qui a une courbe un peu en créneau. Après, il y a le courant, c'est pas le pur sinus, c'est l'autre, c'est un semi-sinus qui essaye d'être un peu mieux ondulé. Et enfin, il y a le courant pur sinus, c'est le pur sinusoïdal, qui a la même courbe, les mêmes variations que le courant 220 volts qu'on a dans une maison. Dans une maison, le courant a vraiment une courbe sinusoïdale régulière. Il n'y a pas de pic de puissance, ce qui fait que tous les appareils électroniques sont totalement protégés. Ça fait penser au cours de physique en 5e où on voyait les courbes sinusoïdales sur les appareils. C'est tout à fait ça. C'est pour moi, c'est même pas important, c'est juste indispensable dès lors qu'on a des appareils électroniques. Un courant qui n'est pas sinusoïdal, clairement, il va pas vivre. Le truc, il va clairement cramer, quoi. C'est pas plus cher de prendre un convertisseur 12-220 pur sinus par rapport à un qui ne le serait pas. Donc, il faut le prendre dès lors que vous avez des appareils électroniques. Alors, évidemment, pour faire tourner un aspirateur ou une perceuse, c'est pas super utile. On parle bien d'appareils électroniques avec de l'électronique fragile, vraiment les appareils chargeurs de batterie, ordinateur, téléphone, un simple téléphone a besoin vraiment d'un courant fiable. Et qu'est-ce que tu penses, vu que tu en as utilisé, qu'est-ce que tu penses des petits appareils, des petits convertisseurs pour transformer le 12 volts en 19 volts, puisque la plupart des ordinateurs fonctionnent en 19 volts. Qu'est-ce que tu en penses de ces petits appareils-là? Alors j'en pense du bien. Étonnamment, j'en ai. Ils sont installés, ils sont fixés au mur avec fusible et tout. Alors, à un moment, j'avais une façon de penser en me disant pourquoi transformer le 12 en 220 pour le redescendre en 19. Alors, pourquoi le redescendre en 19? Si vous regardez sur les chargeurs de portables, eux, ils reçoivent du 220. Et quand vous regardez derrière, en entrée, c'est input, c'est 220 volts, telle puissance. Output, donc la sortie du transfo vers l'ordinateur. Le transfo, il envoie du 19 volts à l'ordinateur. Donc moi, j'ai supprimé ce transfo. J'ai acheté ce petit convertisseur qui me transforme mon 12 volts
en 19 volts et je le branche en direct sur l'ordinateur. Ça a super bien fonctionné, j'ai tourné comme ça pendant des années. J'en ai un qui a fini par cramer parce que, évidemment, comme tout ce qui est électronique qui vient de Chine, c'est pas super durable. J'en ai repris un autre. Et faut savoir que moi, sur l'ordinateur, ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle un PC portable gamer. Pour ceux qui écoutent et qui connaissent un peu les jeux, je fais tourner The Witcher 3 au maximum. J'ai fait tourner le jeu de CD Red Projekt Cyberpunk 2077 en quasi maxi. Je l'ai même fait tourner avec les reflets dans l'eau, mais je vois pas l'intérêt. L'ordinateur, il a pas ramé et c'était sur ces petits transpos. Donc les petits transpos, par contre, ils ont vraiment chauffé. Mais ça s'est bien passé. Après, je sais que tu es repassé au convertisseur 12220 pour plus de fiabilité parce que tu as vu un problème qui venait peut-être de ça avec ton précédent ordi. Oui, j'ai un précédent ordi qui a cramé. J'ai jamais su si ça venait à cause de ce régulateur ou parce que l'ordi... des fois, l'ordi, du jour au lendemain, le soir, ça marche super bien. Le lendemain, vous l'allumez, il crame. Donc, on peut pas savoir. J'en ai parlé avec le réparateur. Il m'a dit que ça pouvait venir du régulateur, comme ça pouvait venir tout simplement d'une défaillance à un moment donné. Ça n'a pas été une petite panne. Hein. Quand il l'a ouvert, il m'a dit qu'il y avait le trou de la taille du pouce dans la carte mère. Donc, totalement irréparable. Donc, ça, je me suis quand même posé des questions. Alors, j'ai conservé ces petits régulateurs 12-19 quand même. Je les ai pas démontés. Si j'ai besoin, ils sont là. Mais je suis repassé au convertisseur Victron 12-220 volts. Alors, dans la foulée, moi, j'avais changé tout mon parc batterie. Avant, j'étais en batterie acide plomb. Elle se vidait assez vite. Alors, elles étaient faciles à recharger, mais elles se vidaient assez vite. Donc, c'est pour ça que je voulais pas transformer le 12 volts en 220. Quand j'ai rénové tout mon circuit, j'ai viré mes batteries acide plomb parce qu'en plus, elles s'étaient mises à bouillir dans le sas. Sur les 4, j'en ai 3 qui ont rendu l'âme. Au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, quand même. Ce qui est très honorable, elles ont quand très, même. très bien tenu. Déjà, 7 ans, une batterie sur un véhicule, c'est très très bien. Mais clairement, les batteries acide plomb ne sont absolument pas conçues pour fonctionner sur un circuit solaire. On parle bien de batterie de démarrage, pas des plombgels. C'est vraiment acide plomb avec plomb, les bouchons. Voilà, acide plomb. Avec l'acide liquide, on peut refaire l'appoint avec un peu d'acide. C'est uniquement conçu pour répondre à un appel de courant fort comme le démarrage d'un moteur. C'est absolument pas conçu pour fonctionner sur un appel régulier et profond comme sur un circuit solaire. Donc elles ont tenu 7 ans et c'est très très honorable. Alors du coup, comme j'avais eu l'opportunité d'avoir une rentrée d'argent, je me suis dit, tant qu'à faire, les batteries qui étaient dans le sas, on va les ramener dans la partie cellule et on met du lithium. Donc j'ai pris 4 batteries lithium qui sont couplées à mes 5 panneaux solaires. Je ne sais même pas si un jour j'arriverai à les vider. J'ai peut-être surdémesuré mon parc batterie, mais au moins je peux me permettre de dire avec le sourire, je suis tranquille. En fait, disons, les convertisseurs 12-19, pour ma part, je dirais que c'est bien, c'est adapté pour des notebooks, pour des petits ordinateurs ou pour des vieux PC qui consomment pas grand-chose, parce qu'il faut dire ce qui est, mais les ordinateurs qui ont aujourd'hui une dizaine d'années, ils consommaient vraiment pas grand-chose. Et autrement, pour des ordinateurs vraiment très basiques et qui vont être avec des petits écrans et tout ça. Oui, là, c'est vraiment adapté. Voilà. Par contre, dès qu'on est sur des ordinateurs avec des technologies très avancées, des choses vraiment beaucoup plus sensibles, ou encore pire, je dirais des Mac, des choses comme ça, là, c'est clair qu'il faut vraiment un convertisseur 12220 pur sinus pour vraiment avoir quelque chose de propre et ne pas prendre le risque de cramer l'ordi parce que ces ordinateurs, plus il y a de sensibilité dedans, plus aussi ils sont fragiles, quoi. Voilà, donc à noter que ces petits convertisseurs 12-19 volts ne sont pas pur sinus. Ah non. Et ça, c'est pas négligeable. Donc c'est peut-être pour ça que mon ancien ordi a cramé. Oui, peut-être. On sait pas. Ça fait partie de la magie de l'électronique. Tout à fait.
Est-ce que tu conseillerais de repartir d'une installation électrique existante ou de la refaire complètement parce que tu as été confronté à ce souci finalement avec le camion? Mais totalement. Alors moi avant j'aurais dit ouais non vous embêtez pas, reprenez le circuit qu'il y avait déjà à l'époque. C'est ce que j'ai fait dans mon camion. Le souci c'est que je sais pas déjà faire le dessin d'un schéma d'un circuit électrique. Donc j'ai rien écrit et sur les fils existants, j'ai rien marqué. Alors déjà les fils existants, je voyais tout un paquet de fils. J'ai essayé de tester pour savoir quoi allait où, mais en fait sur les 3/4 du circuit, je ne comprenais pas ce qu'il avait fait. Donc j'ai réutilisé les fils de l'époque qui passaient pour beaucoup dans les murs ou sous le plancher. Donc aujourd'hui, si je dois bricoler sur une ancienne partie du camion et que je tombe sur des fils, je teste, j'ai du 12, mais je sais pas vers quel appareil ils vont, donc je coupe pas, je les laisse. Alors avec le recul aujourd'hui, si vous savez comme on dit, si je pouvais revenir dans le passé, je ferais autrement. Si je revenais dans le passé, clairement, je virais la totalité des meubles, j'aurais remis tous les murs à nu, j'aurais viré le moindre bout de fil électrique de la partie habitation. On s'entend bien, on ne touche pas à la partie véhicule. Alors moi, dans mon camion, je n'ai aucun lien entre la partie moteur véhicule et la partie habitation. Comme ça, les deux peuvent pas être. Dans un camping-car, il faut faire attention parce que il y a une ligne souvent qui communique entre l'alternateur du moteur et les batteries. Parce que quand on roule, ça recharge la batterie de la cellule. Donc ça, il faut faire attention de ne pas toucher à cette partie-là. Tout à fait. Donc moi, voilà, c'est le conseil que je donne. Si c'est dans vos projets ou si vous êtes en train de le faire, si vous avez du temps, virez et que vous achetez un véhicule qui est déjà sommairement aménagé mais que vous voulez refaire beaucoup de choses, idéalement, vous virez tout et vous faites un schéma électrique bien clair et vous retirez des câbles proprement. Au moins, si vous qui l'avez fait, vous saurez à quoi ça correspond. Je donne un autre conseil aussi, c'est d'utiliser des codes couleurs. À chaque endroit qui sera accessible, vous mettez des bouts de scotch d'électricien de couleur. Par exemple, le fil qui part des batteries pour aller à la pompe à eau, vous lui mettez 2 petits bouts de scotch, un rouge et un bleu. Vous faites la même chose à l'extrémité et vous faites la même chose là où les câbles vont passer dans un meuble, au fond d'un meuble par exemple. Quand vous verrez le câble, vous regarderez votre petit carnet électrique, bleu-rouge, ça c'est le fil qui va à la pompe. Donc idéalement, on évite de se repiquer dessus. Et donc tous ces codes couleurs, vous faites un petit cahier que vous appelez circuit électrique. Dès que vous avez une question que vous vous posez sur votre circuit, vous voyez par exemple un code couleur, vous vous demandez où est-ce que peut passer ce fil, vous reprenez toutes vos notes et vous retrouvez. Alors je parle d'un fil dans un meuble parce que moi personnellement, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement je ne cache pas mes fils dans les cloisons. Imaginez, je veux fixer une tablette contre le mur pour accrocher quelque chose, je vise dans le mur et paf, un coup de vis dans un fil. Dans le meilleur des cas, je le coupe, j'ai plus de jus sur un appareil. Dans les autres cas, ça va me provoquer un court-circuit et donc un incendie dans la cloison. Avant que je vois les fumées, il y aura déjà eu du dégât de fait. Souvent, dans ces cas-là, quand les incendies couvent dans les murs, c'est quasi impossible à éteindre. Donc voilà, moi, je préfère que mes fils soient apparents. Quand je les fais passer en haut du mur, dans l'angle avec le plafond, je les cache avec une autre planche que je fixe. Je me fais une sorte de gaine, en fait, mais en bois. Et si j'ai besoin d'intervenir là-dessus, j'ai juste la planche à retirer et je vois mes fils et je peux retravailler dessus. Mais mon camion n'est pas un exemple parce que vu tous les anciens fils qui traînent, des fois je vois des fils, je mets le testeur, je me dis tiens il y a du 12 et j'en ai un dans le sas, j'ai un domino qui est en haut, donc ça craint rien. Mais quand je mets mes pointes de testeur dedans, j'ai du 12 volts. Bon, je ne sais pas ce qui était branché dessus à l'époque. Bon, en même temps, peut-être une ancienne lumière. Voilà. Bon, en même temps, quand je bricole dans le sas et puis que j'ai besoin de me dire tiens, est-ce que cet appareil il marche, hop, je mets 2 fils là-haut, je sais que j'ai du 12 au plafond.
Mais c'est vrai que en plus tout enlever, enlever tous les meubles qu'on peut dans un véhicule quand on a la possibilité, le temps et tout ça, c'est quand même très très bien, notamment sur les camping-cars, parce que très souvent les cloisons sont en mauvais état dès que le véhicule il a quelques années, qu'il va avoir une dizaine, une quinzaine d'années, même des fois moins. Vu que ce sont des véhicules qui ont souvent des problèmes de condensation, c'est vrai que quand on démonte, on a souvent des surprises, donc c'est l'occasion de refaire en fait. Oui. De refaire les habillages, de refaire les isolations, de refaire plein de petites choses comme ça. Et ça, c'est pas négligeable. Mm. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, l'idéal, c'est de faire un schéma électrique, même sommaire, et puis marquer les fils. Oui. Il faut surtout que le circuit électrique soit bien clair. Ouais. Et que quand on revient dessus 1 an ou plusieurs années plus tard, quand on voit un fil, si on a démonté l'appareil, par exemple une ancienne pompe ou un ancien appareil qu'on n'utilise plus, on l'a débranché, on a laissé les fils. On sécurise les fils, on les ferme au bout. Et si un jour on revient dans cette partie, qu'on veut brancher quelque chose, qu'on a besoin d'une ligne, là on a 2 fils avec un code couleur, on teste, il y a du 12, on reprend dans le cahier, ah oui, ça c'était la pompe qu'on avait barrée, ligne disponible, et on sait qu'on peut se reprendre dessus. Moi je conseille d'avoir des lignes pour chaque appareil, plutôt que d'avoir une ligne qu'on tire vers le fond du camion et on s'amuse à brancher plein de trucs dessus. Par exemple, quand... Sinon, ça a tendance à faire sapin de Noël, un petit peu comme sur les voitures, où on s'amuse à repiquer sur les lignes existantes pour mettre l'attelage, des choses comme ça. Après, des fois, ça fait sapin de Noël. Voilà, si un jour, moi, j'ai le courage, il faut que je tire une ligne des batteries pour aller à la pompe à eau, pour lui mettre une ligne dédiée, parce que dans le camion, quand on tire de l'eau, on voit l'intensité de l'éclairage qui baisse très légèrement. C'est pas gênant, mais c'est pas idéal. Voilà. Ce qui prouve que Thierry Chan n'est pas un électricien. Non, j'ai fait mon circuit, il est vraiment sécurisé, ouais. Mais il n'est pas du tout fait dans les règles de l'art. Ah non, puis justement, apprendre à prendre ses erreurs. Hein, oui. En fait, c'est ça le truc. Complètement. Donc, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'installation électrique dans un véhicule aménagé. Le prochain épisode sera consacré à l'installation solaire. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @clair ou obscur pour suivre notre actualité. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.